Je vous présente aujourd'hui notre 441e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors, premier retour de David Cameron à Bruxelles depuis le Brexit. L'Europe se veut autoritaire désormais avec le Royaume-Uni. Cependant, il semblerait que la Constitution européenne soit conçue de telle sorte que seul le pays la quittant soit en mesure de décider des modalités de son départ. Alors, qu'en est-il dans tout ce brouhaha exactement, Président ? Écoutez, d'abord, c'est un feu d'artifice d'explosion parce que l'Europe explose, le Parti conservateur, l'Angleterre explose, le Parti conservateur explose, le Parti travailliste explose aussi. Dans ce concert d'explosion, somme toute de quoi nous réjouir, nous qui sommes des eurosceptiques convaincus et qui avons toujours mis en doute le processus qui devait conduire normalement à l'Europe fédérale. Et nous sommes des défenseurs de la nation et des partisans. Certes, nous sommes des Européens, bien sûr, mais nous sommes avant tout des Français européens, qui admettent parfaitement la nécessité pour les nations européennes de coordonner leurs actions pour le meilleur. Et même, nous allons plus loin, puisque moi je suis partisan de l'Europe boréale, qui intégrerait en quelque sorte le continent de Brest à Vladivostok, en y incluant les pays slaves, la Russie, la Biélorussie, et l'Ukraine, et la Moldavie, etc., et la Sibérie. Donc c'est ça qui me paraît être la seule chance de survie de notre continent face aux problèmes qui ont provoqué dans le fond le départ de l'Angleterre, mais sur lesquels on passe, comment dirais-je, subrepticement. C'est fondamentalement le problème de l'immigration. Oui. C'est la crainte de l'immigration, et pourtant les Anglais sont à l'abri de leur fossé anti-chars. Et les Anglais, je le rappelle, ont toujours fait la guerre, jamais chez eux, toujours chez les autres, et en particulier chez nous. La preuve, c'est que c'est Jeanne d'Arc qui les a ramenés chez eux au XVe siècle. Bon, bref, cela étant, mon ami Gollnisch, qui lui assistait à la séance de mardi au Parlement européen, m'a dit que le spectacle était réjouissant de voir nos adversaires, nos collègues dépités, furieux et conscients du fait que leur Europe fédéraliste était en train de se désintégrer. Ce qui nous réjouit, parce que pour construire quelque chose de solide, il faut détruire ce qui a été mal construit. C'est ce que je pense, et l'Angleterre, ma foi, était toujours un pied dans le zig, un pied dans le zag. Elle n'était pas tout à fait dans l'Europe, mais un peu quand même. Elle en tirait un certain nombre d'avantages. Elle a estimé que, conformément à sa philosophie pratique, elle a estimé qu'elle serait mieux dehors. Bon, en particulier, elle pourrait prendre des dispositions de défense, en particulier face à l'immigration, qu'elle ne pouvait pas prendre ou qu'elle était gênée de prendre à l'intérieur de l'Union européenne. Voilà quelle est la situation. Je pense d'ailleurs qu'elle n'est pas, elle est la première à partir, elle n'est pas la dernière, et qu'il y aura d'autres nations européennes qui quitteront cet ensemble hétéroclite et immoral. J'en suis une des victimes, moi, qui subit le fumus persecutionis de la part de la présidence allemande de M. Schulz, qui essaye de me ruiner de façon parfaitement insane et parfaitement immorale. Mais ça, c'est un petit aspect, c'est un aspect personnel, mais qui illustre bien tout de même l'immoralité de cette construction bureaucratique où les fonctionnaires ont le pas sur les parlementaires qui sont pourtant des représentants des peuples. Oui, alors revenons un petit instant aux conséquences du Brexit. On disait les marchés boursiers totalement en émoi le week-end passé. C'est plus de peur que de mal en réalité, non ? Qu'en est-il ? À la vérité, l'opinion a été manipulée comme d'habitude par les sondages. On ne remarque pas assez souvent que les sondages se trompent toujours, mais je crois qu'ils se trompent volontairement. Je pense qu'on essaie d'influencer les opinions par la publication des sondages, et j'accuse
les sondeurs d'être des manipulateurs de l'opinion. Et en l'occurrence, une fois de plus, on annonçait la victoire sans problème de l'Europe, n'est-ce pas, du in sur le out, et c'est l'inverse qui s'est produit. Alors, il y a eu évidemment un petit choc de ceux qui s'y attendaient pas, de ceux qui ont été piégés par les sondages et qui avaient joué à la bourse d'une manière différente. Bon, tout ceci est en train de se remettre en place, et dans 8 jours, à mon avis, il n'en restera pas grand-chose sur le plan des marchés, en tout cas. Donc vous restez persuadé que les chiffres sont sciemment faussés dès le départ? Je dis les sondages. Oui. Absolument. Les sondages, leur interprétation, leur réitération permanente sur les antennes des radios et des télévisions, de façon à essayer de convaincre les gens que le succès allant dans tel sens, ils auraient moralement intérêt à y participer. Et alors l'élimination de l'équipe anglaise de football de l'Euro 2016 est vécue là-bas outre-Manche comme un drame par bon nombre de supporters qui ont lancé une pétition afin de rejouer le match Angleterre-Islande. Sont-ils mauvais perdants à votre sens? Je me suis resté. C'était un très beau match, je dois dire. Et, une pétition sur Twitter. Mais bien, je le regardais sur mon grand écran et j'en avais une vision chaleureuse et j'ai admiré cette équipe, je le rappelle, d'un pays de 300 000 habitants. Et je crois qu'il doit y avoir 100 footballeurs professionnels. Il y en avait déjà 11 sur le terrain, même 15 ou 20 compte tenu des remplaçants. Ils ont opposé une défense admirable et ils ont remporté une victoire méritée. Et ceci, c'est la loi du sport. Parce que s'il était écrit que les grandes équipes très riches soient forcément celles qui gagnent, il n'y aurait pas de spectacle. Là, il y a un suspense, y compris contre l'équipe de France, bientôt. J'ai vu dans le Figaro ce matin que 75% des lecteurs des lecteurs sondés, pensaient que l'Islande allait gagner. Alors par conséquent, il va y avoir beaucoup de monde à regarder ça dimanche prochain. Oui, alors on disait, un humoriste anglais d'ailleurs avait fait la blague suivante, disant que c'était un pays qui comptait plus de volcans que de joueurs de football. Enfin bref, c'est sympathique. Et en plus, c'était une belle équipe. Des gens vraiment représentatifs de leur peuple. Voilà, exactement, merci. Alors un nouvel attentat en Turquie, revendiqué par Daesh, a fait au moins 45 morts, plus d'une cinquantaine de blessés à l'aéroport d'Istanbul. Erdogan pointe plutôt du doigt les rebelles kurdes. Qu'en pensez-vous, vous? Je pense que Erdogan ment, s'il y croit. Je crois qu'il manipule l'information dans le sens de la politique intérieure de la Turquie. Et il attribue aux Kurdes un attentat dont tout le monde pense qu'il a été réalisé par Daesh. Oui. Mais ça, c'est plus gênant pour M. Erdogan, qui fait une présentation différente. Bon, je pense que Daesh va opérer de plus en plus par des attentats, puisque sur le terrain proprement militaire, si on peut dire, il subit notamment à Fallujah des revers, peut-être demain on verra à Mossoul, et si c'était le cas, je pense que l'Europe et la France ont le plus grand intérêt à se méfier de ce qui va se produire, parce que très évidemment, Daesh agira par le terrorisme urbain, probablement. Et alors au Liban, ce sont les habitantes du village chrétien de Ka'a, situé à l'est du pays, qui désormais s'arment et résistent aux attaques incessantes de kamikazes syriens, sortis sans aucun doute des camps de réfugiés sunnites qui prolifèrent dans cette zone du pays. Le Liban trouvera-t-il enfin un jour la paix? Je crains que non. Je crains que par sa situation géopolitique, si on peut dire, le Liban est au cœur d'un Moyen-Orient bouleversé par la poussée militaire et terroriste de l'islamisme et la défaite continue des positions chrétiennes dans cet ensemble. Et comme le Liban est un pays emblématique en quelque sorte et frontalier de la Syrie, et il va évidemment être aux premières loges de la guerre qui se déroule.
Et alors, que pensez-vous des lanceurs d'alerte? Sont-ce, selon vous, des Robins des Bois de la légalité ou bien des espions sans foi ni loi? Je pense qu'il y a des deux. Je pense qu'il doit y avoir des gens honnêtes, encore que ces lanceurs d'alerte qui sont des dénonciateurs publics, des sycophantes, comme on disait autrefois, eh bien, contribuent à semer le doute et la crainte, perturbent le fonctionnement normal de la société qui devrait se confier aux appareils judiciaires, policiers et judiciaires pour sa défense. À partir du moment où on invite les citoyens à se dénoncer les uns les autres, où on récompense les dénonciateurs, ou même on les paie, on les salarie pour faire ça, c'est très dangereux, c'est un élément de division de la société. Il y a là-dedans certainement des gens sincères, et puis il y en a qui sont purement espions, purement manipulés, c'est évident. L'insécurité outre-mer, 3 fois plus importante que dans l'Hexagone et surtout grandissante chaque jour. Une hausse de 84% des homicides en Guadeloupe, Guyane et Mayotte a été remarquée depuis 2005. Les autorités locales n'ont obtenu au total qu'un renfort de quelques 433 policiers et gendarmes. Est-ce bien sérieux? Pourquoi laisse-t-on tomber nos populations des dom-toms? Je crois qu'on ne les laisse pas tomber plus qu'on laisse tomber les populations métropolitaines. C'est qu'à la vérité, les gens qui nous ont gouvernés et nous gouvernent depuis plusieurs décennies n'ont pas pris en compte la gravité du phénomène démographique, de l'explosion démographique en particulier, non pas chez nous, plutôt c'est l'implosion, oui. Mais en Outre-mer, connaît le même phénomène que le reste du monde, c'est l'explosion démographique. Il y a des populations de plus en plus nombreuses, par conséquent socialement de plus en plus affaiblies en quelque sorte, et donc cela est source de dysfonctionnements divers, dont en particulier ceux qui touchent la sécurité. Il faudrait proportionner le nombre des gendarmes, des juges, à la population et à sa dangerosité particulière. Ce n'est pas mécanique, ça. Il faut être pratique et il faut apporter, si j'ose dire, au problème les solutions qui s'imposent. Bien, je vous remercie. Alors, avez-vous des lectures, Président? J'ai des lectures, mais aucune qui soit en état de vous faire une proposition de critique. Bien, alors des projets estivaux, et suite à ces petites vacances que vous méritez fortement, sans doute nous consacrerons-nous le prochain journal de bord essentiellement à vos lectures de l'été. Mais quand allons-nous faire ça? Parce que je sais que vous allez subir une petite opération. Oui. Vous souhaitez faire les meilleurs vœux de santé. Je vous remercie. Mais alors, nous nous retrouvons quand? Eh bien, écoutez, ma foi, à partir dans les prochaines semaines d'août. Ah bon? Oui. On twiste le mois de juillet. Voilà. Très bien. Ben, écoutez, si nous nous mettons en vacances, bonnes vacances à tous. Par anticipation, moi je prétends seulement nous serons en vacances en août. Oh, il va y avoir un grand espace alors qu'il peut se passer beaucoup de choses d'ici là. Enfin, s'il y avait quoi que ce soit, on prendrait quand même le soin de vous tenir au courant. Bien entendu. Bonnes vacances. Vous aussi. Au revoir.